Bismillah. Kamel Daoud, j'avais d'abord cherché le numéro de téléphone de la rédaction du quotidien d'Oran, son journal. Je voulais lui dire mon admiration pour sa musique. Elle était nouvelle. Ce que j'aime le plus dans une écriture, c'est la musique, la note bleue. Et lui avait percé le secret de la trompette, le mystère du bebop des mots. Je ne l'avais pas trouvé au bureau ce jour-là. J'avais laissé un message en espérant qu'il lui parvienne. Il a eu l'élégance de rappeler. Nous avons échangé quelques généreuses amabilités. Nous exercions alors le même métier de chroniqueur. Lui à Oran, que l'héritage jacobin avait confiné dans le mépris d'une lointaine province, et moi à Alger, capitale prétentieuse engloutie par le feu des attentats et le couvre-feu des potentats. Ensuite, je ne sais plus. Je n'arrive pas à me souvenir de notre rencontre, trop floue, trop lointaine, de cette première poignée de main, celle qui allait sceller une fraternité résistant aux vicissitudes du temps, aux polémiques qui fâchent, à la gloire qui grise, aux incompréhensions des mots. C'est à cause de la guerre, je crois. Une guerre, ça brouille tout, ça génère de la confusion dans le souvenir. Ça fragmente le passé en séquences chaotiques et inconciliables. Je me suis juste souvenu que c'était la guerre. C'est ce qui prédominait alors. C'est ce qui enveloppait nos vies. Une atroce guerre civile, contre les civils, ou peut-être même avec. Personne n'a su la nommer, la définir, la cerner. Elle était sans nom, absurde comme toutes les autres, mais elle se singularisait par un raffinement absolu dans l'horreur et l'ignominie. Elle était un peu l'arrière-cour de celle qui se déploie actuellement sous nos fenêtres et qui fait de l'audience dans nos postes de télévision. Certes, à une échelle un peu plus ample et avec des répercussions plus tragiques pour la survie des hommes et de l'histoire. C'est à ce moment-là que cet homme, Kamel Daoud, sorti d'un village silencieux pour suivre des études de lettres, fait son apparition pour braver le temps et la folie des hommes et faire vœu de parole. Frêle silhouette, presque aussi frêle que son âge, un peu plus de 20 ans, l'âge de toutes les outrances, c'est peut-être aussi cette outrance présomptueuse avec le vide que créa la violence, qui prémit à Kamel Daoud de dire à la place de quelques aînés plus madrés, rendus muets par l'horreur, de faire de cet acte de dire son métier à tisser du verbe. Parce que c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il fit, il dit. C'était les années 1990, un autre siècle. Cette guerre allait cliver davantage le pays, le fragmenter un peu plus. Nous étions des gueules cabossées et chacun y allait de sa propre vertu, réelle ou supposée, créant ainsi chacun ses propres outils d'analyse, creusant des tombes autant que des tranchées de pensée, des tranchées de vérité exiguës, laïques, islamistes, athées, nationalistes, féministes, troufiants, barbouzes, affairistes, communistes, kabyles, arabes, francophones, amazirs, coranistes, corrompus, réconciliateurs, éradicateurs, janviéristes, anticonstitutionnalistes, conservateurs, progressistes, réactionnaires, de la pensée unique, érigée en dogme. Nous n'avions pas eu suffisamment de temps pour sauvegarder les règles élémentaires du dur métier de la pensée plurielle à laquelle nous aspirions tant. Nous sommes passés pieds et poings liés au désastre d'une pensée fragmentée, décomposée, désintégrée. La plupart des idées est unies par un socle commun qui fait un tout. Ce socle avait rendu l'âme. Il n'y avait plus rien pour faire un tout, et tout était réuni pour que rien ne soit. Plus aucune pensée ne se rattachait à l'autre. Comme des particules dans l'univers, une errance cosmique dans le vide, sans chute, juste avec des risques de collision tragique. La violence avait réussi à creuser autant de tombes pour les mots que pour les vivants. La parole n'était pas considérée comme un point de vue seulement, elle s'appartenait à un positionnement belliciste dans la géographie de la mort. Chacun rendait responsable l'autre de ce qui n'était pas censé relever de sa responsabilité. Et comment dire, comment écrire, comment penser l'impensable, comment créer sa propre musique dans ce vacarme. Kamel Daoud se jeta dans cette arène folle à ce moment précis où le seul bien vacant était le marché de la mort, Morituri. Il est nécessaire de saisir ce moment de l'histoire pour mieux comprendre la complexité de Kamel Daoud, de contextualiser la naissance de cet écrivain en devenir dans l'étrange monde de l'écriture. C'est ce qui va déterminer tout le reste de son parcours.
parce que ces chroniques n'étaient pas seulement une analyse politique, un coup de gueule éditorialiste, comme le sont souvent les chroniques dans le monde de la presse, plus aptes à créer de la proximité avec l'idéologie qu'avec l'art. Non. Ces chroniques alliaient l'esprit à l'humour, la noblesse des lettres à la vulgarité morbide de l'actualité, la colère à la légèreté, la réflexion littéraire à la prise de parole politique. Et il le fit pendant presque 20 ans. Chaque jour, une moitié de vie consacrée à cet exercice aussi exaltant que périlleux. Créer de la pensée quotidiennement, créer du sens, de la visibilité, danser sur les cadavres sans piétiner les morts. Quel drôle de métier! D'ailleurs, est-ce réellement un métier, s'amuser à refaire le monde chaque matin, le porter comme Atlas, comme Sisyphe, dans un recommencement sans fin? Et d'ailleurs, peut-on créer de la pensée chaque jour? C'est à cette terrible équation qu'il sera confronté en observant le monde quotidiennement. Diagnosticien du présent, la formule est de Michel Foucault. Il aimait se qualifier ainsi. J'aime cette formule, mais telle que l'entendait Foucault, c'est-à-dire dans la complexité de cette notion soucieuse du présent, pas dans son apparente simplicité. Le présent pas comme la présence d'une actualité immédiate, le présent comme ce qui est en train de se passer, de passer, ce qui est en train de se transformer et que l'on ne sait pas encore voir. Kamel Daoud est peut-être ce diagnosticien du présent. Un diagnosticien lucide, parfois agaçant, parfois percutant, parfois lumineux, parfois troublant. D'où son intérêt intellectuel. Il a cette capacité rare de vous faire dresser les cheveux sur la tête, mais aussi de dire à votre tête de chercher plus loin d'autres pistes de réflexion, d'autres possibles. Il a ce talent de créer sa propre pensée autant que de pousser les autres à créer la leur pour s'opposer à la sienne avec acharnement le plus souvent. Ici, plus qu'ailleurs, jamais intellectuel n'aura suscité autant de clivages, autant d'enthousiasme et autant de haine. Rien ne lui aura été épargné, particulièrement depuis 2014-2015, l'année de la sortie de son roman Meursault contre-enquête. L'année de la consécration internationale, un pays qui échoue craint la réussite. La réussite est suspecte, surtout quand elle est homologuée ailleurs. Elle n'est pas une norme admise, mais une exception imprévue. Et ce qui est imprévu perturbe la perception collective. Et si la réussite d'un homme célébré dans le monde devient suspecte, Daoud lui-même devient du jour au lendemain suspect à son tour. Sa réussite est trahison plus que sa parole, fut-elle moins controversée. Les résidus de l'ancien temps qui rabotaient les hommes en modèle unique en leur rappelant qu'il n'y a qu'un seul héros, le peuple, en la peau dure. Aucune perfidie ne lui aura été épargnée. Harki, apostat, sioniste, hérétique, agent de la France, suppôt de l'Occident, colonie, Palestine, Algérie, islam, dictature arabe, à la moindre de ces déclarations, au moindre frémissement de lèvres, des armées de soldats se positionnent en peloton pour mieux viser la tête, ou grimpent sur la potence pour envoyer le salaud au gibet et applaudir de près la chute du pendu. Kamel Daoud n'est pas seulement l'homme révolté, que l'on croit avoir cerné, c'est l'homme pressé que l'on ignore, pressé de voir un nouveau monde. Il tente de tuer l'ancien, l'agonisant qui, refusant de mourir, empêche l'émergence du nouveau. D'où les malentendus qu'il suscite parfois, les polémiques qu'il cultive. Il va trop vite, il marche vite, il réfléchit vite, il écrit vite. Stakhanoviste jusqu'à l'obsession, il y a de l'urgence dans son écriture autant que dans sa vie. Et cette façon d'être est certainement liée à ces années de cendre, à ces années de guerre, la nouvelle et l'ancienne. Pressé d'en découdre avec le passé, le présent, la tradition, le sacré et tous les uns qui ont menotté ce pays, un parti, une pensée, une langue, un dieu. En 20 ans, son écriture s'est affinée, sa pensée affûtée. Mieux, elle s'est affranchie chaque jour d'une nouvelle frontière, d'un nouvel obstacle, d'une immuable sacralité. Audacieux, instinctif, d'affranchissement en affranchissement qui certainement commence avec le village, la famille, la religion et toutes ces valeurs boulées qui peuvent empêcher de penser librement. Kamel Daoud franchit les derniers remparts de la citadelle d'un pays engoncé dans la mythologie du passé. Il s'affranchit de l'histoire, le sacrilège de trop. Et c'est en cela qu'il est dans l'inédit. C'est en cela aussi qu'il crée de l'incompréhension. C'est en cela que son discours est en totale rupture. S'affranchir de l'histoire pour penser, c'est sûrement sa plus grande audace.
C'est aussi sa plus grande faiblesse, sa grande fragilité, un peu son talon d'Achille. Il refuse d'être otage de l'histoire coloniale, quand tout le récit national est tissé autour de cette notion. Nous avons décolonisé un pays, il nous reste à décoloniser son histoire. L'histoire est un héritage à préserver et à revendiquer en tant que tel, pas un pénitencier à fortifier. J'essaie depuis quelques années d'esquisser une réflexion autour de cette question. Peut-on réfléchir à la liberté, au monde de demain, en restant dans la cour de la prison coloniale? Comment être libre si nous refusons de sortir de cet univers carcéral? Nous serons toujours colonisés tant que notre rapport à l'histoire elle-même n'est pas décolonisé. Et c'est ce que tente peut-être Kamel Daoud. C'est ce qu'il expérimente à ses dépens. Il transgresse le récit national. Ce n'est pas un hasard si l'insulte suprême, celle qui trône au-dessus de toutes les autres, reste celle de la trahison. Parce que la seule trahison, la seule qui soit réellement inscrite dans la génétique de l'imaginaire collectif, est celle qui renvoie au récit national de la guerre de libération. Mais la guerre est finie. Et c'est ce que nous dit aussi Kamel Daoud, qui s'est évadé de la prison depuis plusieurs années. Un homme libre, jusqu'à preuve du contraire. Et en homme libre, la pensée constamment en fuite, il faut qu'il évite les autres prisons. Toutes les prisons. Il est nécessaire pour lui et pour qu'il reste ce fugitif, l'homme des grandes évasions. Bismillah. Les textes qui suivent sont une sélection un peu particulière. Il aura fallu en effet proposer des chroniques lisibles à la fois pour le lecteur algérien et le lecteur étranger. Il aura fallu faire des choix sur un gros corpus de près de 2000 textes rien que pour les années 2010-2016. Des prémices des soulèvements dans le monde arabe jusqu'au jour présent. Choix difficile. Comment rester dans les parages des actualités quand est sur la mémoire des lecteurs encombrés déjà par les hypermédiatisations, les lassitudes ou les brouhahas éditoriaux qui accaparent? Comment choisir une chronique? Éviter la redondance? Garder le vif du trait alors qu'il s'agit d'une actualité morte? Comment résister à la tentation de se donner raison sur certaines analyses en choisissant la chronique qui sied à la clairvoyance supposée du chroniqueur et éviter celle que démentent les faits ou qui illustre une analyse erronée? Comment faire des choix dans un immense essaïm de chroniques écrites partout, pendant 20 ans, à la hâte, dans le cru et le vif, au cœur des actualités brûlantes, hier et oubliées aujourd'hui? Ce fut un peu la gageure, comme on dit. C'est aussi que la chronique en Algérie est un art en soi. Née un peu durant les années 1990, elle s'installa comme un exercice journalistique libre, très libre, supplantant l'édito et affirmant par une voix un peu off les positions des journaux et des élites contestataires. On était en pleine ouverture des années 1990, après la chute du mur de Berlin et celle du parti unique, et la liberté bruissait dans les textes. Des journaux indépendants se constituaient en pouvoir sous le nez des Pravda de cette époque en Algérie. Et une génération viendrait à l'incarner. La chronique, exercice d'insolence juvénile, se pratiquait alors dans la marge avec l'excès du style, la personnalité du chroniqueur qui y affirmait un ton mais aussi une fronde liée à sa vie et à sa culture, un genre quasi littéraire, polémiste souvent. La chronique devint, par mes aînés et mes amis, une sorte d'espace d'enjeu, où l'excès de la métaphore s'alliait à l'audace du dénonciateur des régimes et des violences subies. Il en naquit un lectorat fervent, accro presque, identifiant le signataire entre mille autres, entendant la formule du jour, sensible au ludique du style et à la rébellion du signataire. Un art qui, contrairement aux arts patients, s'exerçait au rythme fou du quotidien et qui marqua la presse algérienne. Exercice du vif, semblable à la razzia antique de notaires, contestation, démonstration, dénonciation. Écrire une chronique par jour vous impose aussi une discipline, une sorte de mode veille permanent, constant et tellement attentif, une vigilance secrète que l'on développe peu à peu. Vous vous levez avec une partie de votre cerveau qui flaire les parages, cherche l'idée dans la tourbe, s'attarde sur des parfums ou des traits de visage, sur des lignes d'actualité. Chacun dans ce métier avait ses artifices pour contrer le blanc de la feuille. Regardez par exemple le JT stalinien de la TV algérienne provoquait toujours un effet de rejet riche en mots et déclamations.
Rien n'est plus inspirant que l'esthétique redondante de la dictature et ses produits dérivés. Langue de bois, célébration figée, TV, discours, candidats, factotum d'administration, élections, etc. D'autres cherchaient l'inspiration. Cette vieille secrétaire du siècle, démodée comme les timbres, dans les fréquentations nocturnes, les excès, la lecture de journaux ou les comparaisons des bilans. Le loufoque universel, le livre rare, on s'adosse à la littérature pour commenter le monde. Ou le vide national d'un pays coincé entre un régime mort-vivant et des islamistes en armes ou en mode caché. Le vide comme esthétique. Oui, car les meilleures chroniques sont celles justement où on n'a pas d'idée. De thèmes préconçus au matin, silencieux et disponibles. On se retrouve à commenter le vide. L'oisiveté nationale, c'est dire le réel, les façades d'immeubles, la vie quotidienne, les cafés, les traits et la rareté des arbres au pays des généalogies par exemple, etc. Tout vous ramène à ce récit national, algérien, toujours en écriture, lent comme une rivière ou un bras retombé qui traverse le détail et le monument. Ce sont ces textes qui provoquaient le plus d'émotions, bâtis paradoxalement sur le renoncement et l'attention, revenant à des sujets comme l'urbain, l'âme ou le vieillissement sans sens. La chronique était belle par l'inconvenance, à l'opposé du convenu des autres genres journalistiques. On ne pourra jamais l'expliquer facilement, toutefois, durant les années 1990. La chronique algérienne était jubilation face à la mort et l'ennui, mais servait aussi de célébration. Lieu du lien bref entre l'actualité et la métaphysique, la philosophie et le démantèlement du slogan politique, la réflexion sur l'architecture et la décolonisation, la femme et les vols d'oiseaux, l'islamisme et l'érotisme, l'écriture de la chronique algérienne devint du coup commentaire sur le temps, un lien ludique et libérateur entre le lecteur et le journal. Art du fait non divers, justement, cela assouvissait un peu le souvenir du Dazibao dans un pays fermé et en guerre, mais gardait les charmes d'un commentaire en bas de page de l'actualité. Mêlant érudition, approximation, dérive, dépassement, artifice et explosion de sens, et dans un pays qui manquait de la liberté de dire, de lire ou de regarder, ravagé par les massacres et les attentats, cela devint spectacle. Les chroniqueurs algériens étaient célèbres, enviés, usés, insupportables et grandiloquents, un peu les surréalistes du coin, haltérophiles de l'absurde national. C'est dire combien l'écriture haletante participe de cet esprit d'irrespect et de révolte. Écrire une chronique par jour vous mène à le faire dans la hâte, la vitesse, le sens de la formule développée, comme un tir à l'arc, le lapidaire, le bref et l'outrancier. Cela donne une syntaxe brisée, des métaphores qui brassent l'algérien, langue des sens, et le français, langue du sens, ou l'arabe libéré du carcan des siècles. On s'y installe dans le jactance, mais aussi dans l'affirmation belle de la liberté. Exercice de style et de sens qui a ses solutions magiques. Je me souviens, en effet, de mes débuts de chroniqueur vers 1996. Laborieux, peinant sur la longueur et le mot, gêné et à la fin éreinté, jusqu'au jour où, assis seul dans la rédaction du quotidien d'Oran, j'ai abouti par un raisonnement absurde à cette évidence. Les Français sont partis depuis très longtemps. Mes maîtres d'école ne sont plus là. Je suis libre. Je peux écrire comme je veux. Personne ne me surveille. Cette langue est mon intimité et mon champ de dissidence. Ce fut un moment de soulagement presque physique, sensuel. J'ai gagné ce délice permanent de l'écriture, cette jouissance sans fin d'exercer une liberté absolue et amusante, délivrée par une évidence. C'était les années 1990, années sombres, de guerre et de cadavres, mais curieusement, années d'essence, des dents, des sensualités violentes et des excès d'alcool et de routes consommées pour voir le pays blessé. On commençait une journée par le bilan d'un massacre pour la finir sur le prénom d'une femme ou des révoltes pleureuses. Mais dès ce moment, depuis ce verset intime, je sus que j'allais écrire longtemps avec bonheur, et cela me mena à un autre excès alimentaire. Écrire beaucoup, partout, répondre à la peur, mais aussi jouer sur la corde raide, me venger du mutisme et de l'incapacité de dire.
écrire partout, m'amuser à jouer à cache-cache avec les pseudonymes, récolter des dinars, pousser le délice jusqu'à la frénésie secrète de l'érotographe. Durant les années 2000, j'ai atteint cette fréquence inédite de 5 textes par jour, pour différents supports. Ma méthode était la recette vicieuse du paresseux appliqué. J'entamais un premier texte que j'interrompais au second paragraphe pour en commencer un deuxième et un troisième. Je revenais alors vers le premier pour me reposer du troisième, ainsi de suite. 2 heures plus tard, j'achevais les 5 chroniques dans une sorte de jubilation de l'homme masqué. Maladie des sens et de l'ego, je crois. Ce furent des années de liberté absolue, sans le poids de la visibilité médiatique, sans surinterprétation, procès et excès de sollicitation ou de pendaison publique. Belles années. Écrire à la fois dans une langue si peu étrangère, consacrée par l'apprentissage presque solitaire, intime, en posséder la liberté et jouir de ces synonymes qui accentuaient les révélations. Éclairer les plis du quotidien, étouffant entre le minaret et la caserne, mais y convoquer les grands livres, les belles images encore, debout dans le vent, les débuts de romans, les grandes philosophies qui résonnent. La chronique est aussi un vaste roman, elle est la même, toujours, réécrite, sentie, vécue d'abord comme une mélodie avant d'aboutir au sens. Je ne l'anticipais presque jamais, la laissais venir au bout de la langue, l'écrivais en même temps que le lecteur en la découvrant. Toute la ruse du paresseux était d'en jouir en même temps que de l'écrire. Pour ne pas l'épuiser, s'épuiser et dégrader la récréation en emploi de bureau. Je soignais souvent, toujours, le titre, car dans l'étalage de la page, je savais qu'il était un peu ma chance unique d'être distingué parmi la cohue typographique. J'ai commencé la chronique à un âge très jeune et j'ai vite compris que le style était une nécessité pour me distinguer du lot. Garder mon salaire et ma place et ma voix, mais aussi m'imposer auprès d'un lectorat et créer un charme ancien. Le style devait être un équilibre, une signature, mais pas un excès. Juste bref, percutant mais non contraint. L'espace de la chronique est petit, il faut y développer la concentration du penalty. Le roman étant le match et ses 90 minutes. Avec la foule bruyante, la chronique est un produit dérivé du souffle suspendu, ou coupé, en théorie. Car la vérité est que j'étouffais physiquement entre un régime qui ne savait pas mourir mais seulement tuer et se célébrer dans l'inceste, et une vision du monde cadenassée par la religion, triste comme une réponse sèche à mon attente. J'avais la sensation physique, depuis mes 20 ans, de vivre dans une impasse, prisonnier. Et autant de styles comme digression que la colère servait ma révolte ancienne, tenace. Il fallait être algérien, avoir 20 ans entre le parti unique et le Dieu unique pour comprendre ce qu'est la vie après la mort. Dans le pays, au-delà, comme je le désignais, j'éprouvais une intolérance physique envers mon monde que seule l'écriture permettait de surmonter, brièvement. J'ai rêvé de ne jamais cesser d'écrire, parfois ne jamais lever la tête ou interrompre le son du clavier, juste pour mieux réordonner le réel et le rendre plausible comme émerveillement. Le peut-on, dans un pays où le but est d'être libéré, pas d'être vivant. Mes sujets étaient des obsessions car liées à ma condition, ma liberté, la femme, la sexualité, l'islamisme, l'architecture, l'histoire contraire à la présence au monde, le Dieu escamoté par le dogme, etc. C'est cette généalogie, cette vanité, cette décennie algérienne devenue mondiale avec l'extension universelle du mal et du meurtre au nom de Dieu qui explique ce style incorrect, dur et irrespectueux des convenances grammaticales. Ce coup de foudre d'encre dans le blanc, la sélection présente, garde les styles d'origine, refuse les corrections rétrospectives. Publier des chroniques longtemps après la mort de leur actualité vous expose donc à un jugement qui peut être injuste, où on décode pas facilement la référence, la raison et surtout le corps du texte. Il faut lire pourtant ces textes dans l'ordre dérobé d'une conversation et pas comme lecteur d'un roman ou d'un essai. La chronique n'est pas seulement commentaire de l'actualité, mais aussi commentaire du temps, un peu la prétention reconvertie de la philosophie. S'y ajoute à l'analyse du fait la résonance des lectures et des interrogations de la littérature, du brassage profond entre le fait et le sens. En Algérie, l'accaparation des éléments est tragique.
Les islamistes ont dérobé le ciel et vous en interdisent l'accès, sauf avec leurs métaphysiques et leurs dogmes ou leurs attentats. La terre est la propriété du régime. Ses appareils-chics, martyrs, cimetières, anniversaires et dates, restent le feu à écrire ou l'eau de la mer à traverser. Résumé très vite, la chronique permet donc cette réflexion ouverte, publique sur le sens face à des voleurs d'existence. Les dictatures molles et ces nouveaux fascismes, à visage de versets et d'intolérance à la vie, au-delà de l'exercice politique, la femme y traverse le champ de l'angoisse, aussi dévêtue qu'un dieu pressenti et le corps y est scribe d'une langue inconnue. Le drapeau signale une guerre ou une gare et le politique y est noce grise et triste à ausculter et la prière se pratique pour sauver le ciel de sa chute. La chronique, ainsi vécue, m'a permis de continuer à interroger mon monde, à haute voix, sans peur ni tabou, autant que mes aînés, et cela se conclut par l'admiration de milliers de lecteurs dans le pays, leur soutien, présence consolante, leur amour aussi, contrepoids discret et enthousiaste aux minorités adverses. Solidarité des gens éprouvant le même étouffement, la même colère, le même espoir, le même rêve de souveraineté, des gens nombreux et que je rencontre toujours dans les rues de mon pays souriant. J'ai pratiqué ce métier comme on accomplit parfois la prière, mais tourné vers les miens et ma terre. Avec le temps, vers la clairvoyance, l'affirmation de ma propre liberté, irréductible. Dire le mal en soi est chez les siens. Et tournée vers le monde, la chronique retrouva le mal, le même, sous d'autres formes, et provoqua un malentendu enthousiasme. Et là aussi, il fallait revenir à soi, au principe de la liberté, et agir selon ce désir puissant d'être indépendant, ne devant rien à personne que l'entière disponibilité de soi pour les siens. Malentendu, mais aussi terrible loi de l'écrivain, devenue universelle par Internet, pour des lecteurs repoussés au cantonnement et au particularisme de leur terre et crise. Comment dénoncer l'islamisme sans servir les causes malveillantes du rejet des autres en Occident et ailleurs? Comment proclamer l'altérité comme lieu de réflexion entre les jérémiades du Sud et les indifférences sophistiquées du Nord? Comment dénoncer et dire? Comment appeler à résister au mal, à traquer en soi ces signes escamotés sous le prétexte de la communauté, de la religion ou de la spécificité culturelle sans tomber dans l'offre de service aux radicalités d'en face? Comment écrire sans être sommé? Comment faire un article publié dans un journal italien, puis dans d'autres pays avant d'aboutir dans les colonnes d'un journal en France? En sera l'illustration. J'ai affirmé ma conviction que je maintiens que notre lien à la femme, au corps et au désir est le lieu exact de notre douleur, souffrance, subie et imposée. Il sera mal lu, retenu à charge pour faire mon procès. Il sera défendu, salué et encouragé jusqu'à l'excès par d'autres. On me reprochera d'avoir raison, mais d'avoir osé le dire à haute voix. Et en Occident, pas dans le champ complice de l'entre nous, au cœur de la tempête médiatique, j'ai compris que les réactions révélaient plus sur l'état malheureux de notre époque, ses divisions et ses replis sur soi, que sur ma personne. Au nom de l'anticolonial, on versait dans le déni. Au nom de la religion ou de la communauté, on défendait l'indéfendable, et au nom de l'alliance inconsciente et irresponsable entre les deux, on m'interdisait le droit de penser par moi-même, d'être libre et de l'être parmi les miens. J'ai alors décidé de prendre du temps, de le reprendre, ce sujet majeur de la chronique, l'interroger en soi pour dégager de nouvelles certitudes et donner des socles aux convictions, changer d'instrument, mais pas de musique, écrire mais me garder vivant pour les miens, aimant et désirant l'amour comme gravité, de retour vers mes vieilles passions du lecteur. De lecteur dans un petit village où les livres étaient si rares durant mon enfance que j'ai rêvé de devenir écrivain rien que pour continuer des romans jamais lus. Des livres rêvés, indisponibles, à paraître dans quelques siècles. La chronique est donc un art majeur en Algérie, signant le retour féroce du journalisme d'opinion, un exercice de style et de sens, de trébuchement, d'accidents de langue et d'interrogations insistantes que j'ai voulu partager.